Non, non, il y a encore de la place. Mais c'est là, par contre, Je peux là, par contre, là, le Il y a encore de la 2 place. juin, Il y a encore de la il y a place. de la place. je le sais. Mais bon. D'accord, non pas loin, juste à... Donc là, je crois qu'on est au complet. Donc moi, je me présente, je suis Pamela. Je vais vous dire mon nom de famille, De Sec, parce que je crois qu'il a des consonances belges, donc je vous le donne. Donc ça... Et je suis la chef produit de la marque Kindy et de la licence Le Coq. Voilà. Donc vous venez de Belgique. Oui. Et donc vous êtes un groupe de joyeux retraités. Voilà. Pas forcément, je sais pas, des fois on a les gens qui font du tricot, les gens qui font de la rando, non, vous c'est... Pour tout vous dire, c'est ma première visite. Après, j'ai été créée en 1983 par une autre société à côté de Mussolini, Le Creusot. Et nous, on l'a racheté aussi dans les années 2000. Alors, au départ, ça s'appelait Tio, c'était AU. Et dans les années 80, 83, je crois, c'est devenu un O. Donc, cette marque, c'est une marque technique de sport. Alors, run, trail, rando et ski. Et on s'est lancé sur le site depuis cette saison et on fait aussi des chaussettes de sport, sport-ville, pour le porter tous les jours. Et le principe de cette chaussette, c'est qu'il y a des canaux. Il y a des canaux, des canaux qui vont faire la surépaisseur au niveau du pied. Et donc ces canaux vont élever la chaussette par rapport à la peau, et voilà, par rapport au pied, et ça va faire que l'air va pouvoir circuler. On pourrait vulgairement dire que c'est la géox de la chaussette. Donc par exemple, quand on sait qu'on va prendre l'avion, rester longtemps dans un bus, ou rester longtemps debout, cette chaussette, elle est parfaite. Alors, c'est une anti-compression, mais nous, on ne soigne pas. On n'est que dans le bien-être. On n'est pas remboursé par des grades de mercure. Nous, on n'est pas du tout dans le médical, hein, mais ça peut aider. On a une thermosoft, donc c'est pour les pieds froids. Quand on a froid aux pieds, elle est parfaite avec de la laine. La double que l'on trouve en sport, eh ben on la ramène là en bien-être parce qu'on a le droit aussi tous les jours de ne pas avoir manqué. Et ça a été créé en 1863. Donc au départ, bonnetterie, ça ne veut pas forcément dire que chaussettes. Ça pouvait être des bonnets, des gants, etc. Et même tout au début, c'était même pas... Ici, c'était qu'un entrepôt. Les gens allaient dans les campagnes porter de la laine dans les campagnes, les dames tricotaient et ils récupéraient, ils revendaient. C'est comme ça que ça se passait. Après sont arrivés des métiers qu'on va voir à côté. Et en 1966, avec l'arrivée des grandes surfaces alimentaires, ce qu'on appelle aujourd'hui la GMS ou la GSA, et ben, Monsieur Blocher, le patron de l'époque, a été contacté en disant « Nous, on voudrait une marque de chaussettes pour ces grandes surfaces alimentaires, une marque de chaussettes un peu sympa, un peu colorée, est-ce que tu peux nous créer quelque chose ?» Et c'est là qu'il a eu l'idée de créer une marque de chaussettes qui s'appelle Kindy. Donc quand il est allé dans l'agence de communication, il a dit « Ah, je voudrais une marque de chaussettes, mais moi j'aime beaucoup la famille Kennedy. » Et comme il parlait très vite, ils n'ont pas compris Kennedy, ils ont compris Kindy. Et c'est comme ça qu'est né Kindy. Voilà. Sur un malentendu, sur voilà, il est deviné. Un peu vite et puis un peu de picard, et voilà, c'est devenu Kindy. Donc, on ne peut pas
tout faire ici parce qu'on n'a plus, les machines, même si on a réinvesti, on n'a plus les machines, on n'a plus l'humain, surtout aussi, parce que c'est difficile. Et après, pour travailler avec les grandes surfaces alimentaires, pour faire des catalogues où on veut se retrouver dans les catalogues chez Carrefour ou tout ça, il faut faire un tri. Et ça, on arrive difficilement, malheureusement, à le faire en Made in France. Donc, ils acceptent du Made in France, mais on ne pourrait pas être 100% Made in France. Donc, on a une première gamme qu'on a appelée Green Socks, donc littéralement chaussettes vertes, donc un peu écolo. Donc les premières chaussettes, elles sont en fil recyclé. Donc bouteilles de plastique recyclées et jeans recyclés. On a démonté les jeans, on a récupéré de la fibre et des bouteilles de plastique et on en a fait de la fibre. Alors ce fil vient de chez UTT à Tourcoing. Donc elle est vraiment made in Hauts-de-France, parce que le fil dans les Hauts-de-France, et nous on la fabrique ici. Donc ça c'est la première en fil recyclé. Ensuite là on a de la laine, c'est pas précisé, mais il y a de la laine avec du fil recyclé. C'est de la laine avec des bouteilles de plastique aussi, mais on a le côté chaleur de la laine. On a ensuite dans cette gamme, alors là c'est pas fait en France, ça vient de Turquie, mais on a des chaussettes en coton bio, en pur coton bio. Donc on a 98% de coton, et biologique, donc coton bio, beaucoup moins d'eau et beaucoup moins de pesticides et d'engrais, etc. pour sa production. Ensuite, on passe à nos essentiels. Donc voilà, nos essentiels. Là, on passe sur notre gamme Made in France. Donc là, vous avez les essentiels. Donc là, l'hiver, ma meilleure vente, tout confondu, c'est ce que allez-y, venez, on va refermer la porte. Expliquez tout ça. On a beaucoup d'histoires de métiers à tricoter, de machines à rotation mécanique. Et maintenant, on est électronique. Donc, ce qui fait que maintenant, la styliste fait un dessin de la machine et suite à ça, on va tricoter la chaussette. C'est quand même beaucoup plus ça. La marque Esta, je ne sais pas de quelle origine elle est, mais sinon, les Nonati, toujours du village, avaient mis au point avec Nonati un métier. À cette époque-là, on voulait faire, parce que les métiers au départ c'était pour tricoter des chaussettes unies, après on pouvait faire 2-3 couleurs, et là, après avec Nonati, ils ont mis un métier en place où on pouvait faire 6 couleurs à la ligne, 6 couleurs différentes sur une même ligne. Donc, comme il avait été mis au point avec Kindy, ça s'appelait le ça, je ne sais plus combien. Mais bon, maintenant c'est pareil, il est un peu obsolète, maintenant on est passé à la pointe fermée, à la bouclette sélective, à plein d'autres choses. Un petit fermoir et quand voilà, le fil vient, elle monte, ça se referme et puis ça redescend. Et c'est comme ça que ça se tricote. On le verra tout à l'heure, un peu mieux. Ici, donc là, ce premier bâtiment, il existe toujours, ça va être le magasin d'usine. Après, à partir de la cheminée, ça n'existe plus. Mais tout ce qui est de ce côté-là, tout ça, ça existe toujours. Les chaussettes ne se cachent plus. Je pense que tout le monde connaît. Et puis on avait fait une pub télé, on a fait une ou deux pubs télé avec des bonnes sœurs et des curés. Je pense que vous la. On est 80 salariés, donc 12 personnes sur le terrain. On a 12 commerciaux répartis sur toute la France. On ne vend qu'en France malheureusement. On est en train de faire en France, on revend en Belgique. On a été racheté à la barre du tribunal en 2017 comme je disais, et avant d'être racheté, il y avait encore 3 commerciaux en Belgique et 1 en Hollande. Mais au moment où on a été racheté, il a fallu faire des choix et on a arrêté cette transformation. Là on est en train de voir sur les marchés, on est aidé chez les Lions, on est aidé chez les Technologies, on est aidé chez Colruyt. Voilà, on est au nouveau partout. Donc on est 80 aujourd'hui, 12 personnes sur le terrain. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plus de 1000 personnes. Et donc, tout ça, moi j'ai connu là-bas. Alors moi, ça fait 27 ans que je suis ici, j'ai pas connu ça, je suis arrivée comme ça. J'ai connu quelques années avant, quand je suis venue vers la sur l'été, pour faire un job d'été. Il
les métiers à côté, on avait tout les aspects. On n'était que ça. Ici, aujourd'hui, on a 30 métiers. Avant, on allait, bon, ça veut dire, on a fait un défilé au palais de Tokyo à Paris, au Yoyo à Paris. Et donc voilà, là vous trouvez le genre de chaussettes qu'on a pu faire. Et il y a plein de choses qu'on a fait à la main. C'est important, c'est parce que je parle voilà, comment la chaussette se tricote. Maintenant vous allez moins vite, mais je sais plus complètement du tout. Vous voyez, le principe du cylindre. Et là, en dessous, voilà. Le talon et la pointe, il y a toujours un renfort, il y a toujours 3 fils. 2 fils de coton, un fil de polyamide. Donc le coton va s'user en premier et ensuite le polyamide. Voilà. Maintenant la couture est intégrée au métier. Avant nous avons une machine à coudre, maintenant c'est fini. Donc les coutures elles étaient assez sèches et maintenant vous pouvez couper. Et là, il y a la bouclette du talon à tout ça en bouclette. Voilà, là c'est la bouclette. Au Portugal, c'est du coton régénéré. Donc, c'est donc il faut 23, 24 cm, puis 22,5, plus 2, moins 2. Ensuite, l'extension tige, ça se fait au milieu de la semaine. Il me faut 21, j'ai 21,5 dans les tolérances. L'extension. Voilà, 21. Donc, le produit, il est correct. Sur les métiers, chaque métier doit contrôler. Je suis nouveau. Voilà, il recommence l'hiver. Pour ça, normalement, en quelques temps, il faudra notre labellisation Ecotex, PME+, les instructions pour trier, parce que maintenant il faut qu'on dise que la cartonnette va dans la poubelle papier et que la chaussette va dans le bac de textile. Ah bah oui, mais maintenant c'est obligé. C'était là, je crois que c'était mars 2023 l'obligation. Et on indique les codes d'entretien. Donc pour nous, une chaussette reste à 30 degrés à l'envers. Donc à l'envers, on dit à l'envers parce que justement à l'envers, tous les petits fils se rétracteraient mieux à l'envers. Alors je le dis, je l'écris sur tous les packaging, mais je le fais pas.
les breveter. Il faudrait... Ouais, j'aurais dû venir hier pour réserver. Pardon, monsieur, j'ai mis mon manteau sur la tête. On va lui demander quand elle... Je demande à la dame. La serviette. C'est un peu chaud. On va bien voir la première bouchée. Regarde par là. Ils sont regardés. Mais ma façon, Sinon, puni. Madame, elle attendait qu'on soit passé. c'est encore une toilette pour deux. Je dois expliquer, c'est... Prends rendez-vous. On va prendre rendez-vous. Non, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Il faut décrypter ce qu'il va dire. Ce qu'il va mimer. Je nous mets un rendez-vous. Hein. On n'y pas mal. Du lapin. Elle attend pas trop, je sais. Ou je sais pas, mais bon. Ensemble, nettoyons notre... Filme-le, mais de toute façon, on va le reprendre avec. Hein. Et par un souvenir. Qu'est-ce qu'il y a? Sur sa terrasse en attendant. Pas se laisser faire. Voilà, donc bienvenue à Saint-Sanson-la-Potrique. Hein. On parle de la boutonnière du Bray parce que ça a une forme de boutonnière, d'ellipse. C'est une zone qui s'étend sur 100 km depuis Beauvais jusqu'à Dieppe à peu près, qui est orientée nord-ouest-sud-est au niveau de la carte de France et qui a à peu près 10 km de large. Alors c'est une zone qui s'est formée au cours de l'histoire de notre planète. Au moment du plissement des Alpes, il va y avoir donc le contre-coup de ce plissement qui va provoquer la sortie d'une butte qu'on appelle un anticlinal, hein, une butte, une colline, qui au fil du temps géologique et de l'érosion va être rabotée et va mettre à portée de main de l'homme des couches d'argile qui normalement sont difficilement accessibles. Donc toute cette zone-là va permettre, à partir de la matière première qu'est l'argile, le travail de cette ressource dans des activités potières. Hein, donc on va fabriquer des poteries, on
va fabriquer des briques à une certaine époque, on va fabriquer tout un tas de, on va dire, de choses qui sont utiles au fil des besoins et de l'évolution, on va dire, des demandes. Et ici, donc, à Saint-Sanson-la-Poterie, on a déjà un document qui atteste que dès le XIIe siècle, on se livre à cette activité. Alors, dans le village, il y a à peu près une douzaine d'ateliers qui participent, on va dire, à la production, et 2 grands centres, 7 manufactures, et la concurrente en face, elle a mal fini, elle a perdu ses cheminées, donc ça veut dire que il n'y a plus d'activité, qui emploie à l'époque 50, 60 ouvriers, hein, donc pour, on va dire, un petit village de 200 âmes, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis les ateliers donc, qui viennent conforter la production lorsque c'est nécessaire, en général ce sont des familles qui ont une activité paysanne, hein, ils cultivent ou ils élèvent et en même temps ils sont dans cette activité, puisque pour faire de la céramique il faut de l'argile, on l'a sous nos pieds, il faut un four pour cuire, de l'eau, et puis c'est tout, quoi. Et puis le savoir-faire, bien entendu. Donc voilà. Donc cette manufacture date de 1836. À l'origine, c'est une briqueterie familiale qui appartient à une famille qui s'appelle la famille Lévesque. Lorsque le chef prend sa retraite, on la prend beaucoup plus tôt à l'époque parce qu'on vit moins vieux, hein, à 50 ans, sa fille ne reprend pas, bien entendu, et c'est un compagnon faïencier qui s'appelle Jules Briard, qui a fait le tour de France et qui cherche donc un lieu pour se livrer à cette activité, qui va reprendre la briqueterie et qui va la développer. Et pendant 3 générations, cette famille Briard va véritablement faire prospérer l'activité ici. Et le témoin de leur réussite, c'est la construction du logis patronal dont on voit les toitures là-bas, qui est construit dans les années 1910, à peu près, période de la guerre, donc ça a duré un peu plus longtemps. Elle est de style Art Nouveau, et on connaît l'architecte qui est un Rouennais à l'époque, et c'est vraiment le symbole d'une société qui a disparu aujourd'hui, où les industriels font partie de la communauté villageoise, vivent à côté de leur outil de travail, qu'ils mettent en valeur aussi, on le voit ici dans ce bâtiment qui est un bâtiment utilitaire, mais qui en plus est un bâtiment publicitaire quelque part, puisqu'on a décliné la brique de très belle façon pour montrer tout ce que ce matériau est capable de produire comme qualité de travail lorsqu'on sait le mettre en valeur. Et c'était l'art des briqueteurs à l'époque. Le briquetier, c'est celui qui produit, qui fabrique le matériau, et le briqueteur, c'est celui qui le pose. Hein. Alors aujourd'hui, vous devez le savoir vous, puisque vous êtes dans un pays où la brique est aussi très importante. Oui. Hein. La brique est passée par des époques d'attraction, de rejet, etc. Chez nous, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous en Belgique, mais à une certaine époque, on était assez, on va dire, mal disposé par rapport à ce matériau qui évoquait plutôt la pénibilité, les usines, la pollution, le travail, enfin, vous voyez, quelque chose, l'industrialisation. On n'était pas dans une connotation très positive de ce matériau. Et depuis un certain nombre de décennies, on va dire, les choses ont évolué, et aujourd'hui, les gens qui mettaient ce matériau un petit peu du côté négatif le mettent justement du côté positif, avec une volonté de montrer que c'est un patrimoine. Patrimoine matériel, mais aussi immatériel, puisque le savoir-faire de celui qui la pose, il est devenu rare. Trouver des briquetiers aujourd'hui, enfin des briqueteurs plutôt, c'est très difficile, puisque c'est un travail qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, du temps passé, poser des briques. Et aujourd'hui, on fait du décor, hein, on colle des plaquettes, parce que ça va plus vite, et c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Donc voilà, donc on a une architecture ici qui est publicitaire, et qui était pourtant le local du comptable. Quand on avait passé commande, on allait payer, voir un petit peu et être impressionné par tout le savoir-faire que suppose ce matériau qui va devenir emblématique au XIXe siècle en particulier. On va passer du bois au charbon, et aujourd'hui les fours fonctionnent avec d'autres combustibles. Ici on utilise le gaz
aujourd'hui, mais les fours et tout le matériel qui est ici en place, il date du 19e siècle. Donc on est resté ici, on peut se poser la question, comment se fait-il que ces industriels n'ont pas évolué, en particulier dans la technique de cuisson? C'est un grand mystère. Ceci dit, grâce à cette situation, on a un outil de travail que personne n'a plus aujourd'hui. Donc on n'est pas dans la concurrence avec les industriels qui travaillent avec d'autres outils et qui ont d'autres préoccupations que la nôtre. Nous sommes dans la production de carreaux en terre cuite. On a aussi, on va dire, réduit la production, on ne fait plus quantité de choses, parce qu'avant il y avait 60 ouvriers, aujourd'hui il n'y a plus que 4 artisans qui travaillent, et on est passé du domaine industriel au domaine artisanal, et artisanal d'art, puisqu'aujourd'hui on est référencé par l'UNESCO dans la liste des patrimoines immatériels, les savoir-faire, des métiers d'art rares dans le domaine de la céramique. Donc voilà. Donc les cheminées que vous voyez ici, alors il y en a une qui n'a pas résisté au temps, qui alimentait donc un des fours. Il y avait autrefois 4 fours, il en reste 3 et on en utilise encore aujourd'hui 2. C'est cette cheminée que vous voyez là-haut qui culmine à 30 mètres qui permet d'alimenter donc les fours en oxygène et d'extraire les fumées alors c'est dans les années 1880 à peu près, 1880, alors vous voyez ça sur les, justement la brique encore une fois est mise en scène à cette époque puisque ça correspond aussi à une volonté de mettre en œuvre un matériau qui apparaît comme étant le symbole de la modernité de l'époque. Les hygiénistes, comme on les appelle, ceux qui finalement donnent le là dans cette société, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, c'est les mêmes que ceux qui sont dans l'industrie, vont, on va dire, répandre ce matériau du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, comme étant le matériau de référence aujourd'hui, enfin à l'époque je veux dire, et on le voit puisque les bâtiments les plus emblématiques qui utilisent ce matériau pour leur construction, c'est l'école, c'est la gare, c'est la mairie, tous ces bâtiments emblématiques, les ponts aussi, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce qui est dans la société comme élément emblématique de ce pouvoir et de cette organisation de la société à l'époque. Donc voilà, donc 1884, Jules Ferry, il faut se rappeler ça, et ce sera long quand même, parce que même avec cette obligation scolaire, les enfants, en particulier en milieu rural, on a besoin d'eux dans les fermes au moment de la moisson. Et donc quand il y aura à faire le choix entre envoyer l'enfant à l'école ou l'utiliser comme main-d'œuvre pour venir renforcer celle de la ferme, eh bien le choix sera tout de suite fait. Donc il faudra vraiment du temps pour que les choses se mettent en place. Et encore aujourd'hui, dans certaines régions de France, il y a beaucoup d'absentéisme encore. Je ne sais pas comment c'est chez vous en Belgique, mais chez nous, dans certaines régions, des favorités. Pas forcément la campagne, mais la ville, il y a beaucoup de problèmes dans certains établissements scolaires. Donc voilà. Alors, donc machine à vapeur qui va prendre place dans le bâtiment qu'on voit ici. Alors c'est un beau bâtiment qui a été construit pour justement placer cette machine à vapeur. Au-dessus, un réservoir à ciel ouvert qui récupère l'eau. On est déjà dans l'écologie à l'époque, l'eau de pluie qui sert donc au fonctionnement de cette machine. Et dans les années 20, donc, le moteur à vapeur va être remplacé par un moteur à gaz pauvre, comme on disait à l'époque. Et dans les années 40, par un moteur à huile lourde qui est toujours en place et qu'on va aller voir. Donc on va voir que au fil du temps, on va dire le progrès technique a véritablement comment dirais-je, changé les conditions de travail dans ces usines, en concurrençant bien entendu le travail humain quelque part. Donc les effectifs vont tomber au fil du temps. Et aujourd'hui on est quand même dans une période où ça continue, avec un danger beaucoup plus important puisque ce n'est plus des machines, ce sont des robots. Et on ne parle plus de mécanisation, mais d'intelligence artificielle, avec tout ce que ça suppose de, on va dire, de pouvoir considérable d'agir encore une fois sur nos modes de vie et en particulier l'organisation de nos sociétés. Voilà, on va aller voir la machine, le moteur à huile lourde. Le moteur tourne
à la manufacture, il ne tourne pas tout le temps, hein, puisqu'en fait il y a un cycle dans le travail de la terre. Les gens savent à quel stade on est de la production. Hein, ils l'entendent, moteur. Donc voilà, ça fait partie, on va dire, des choses qui rythmaient un petit peu aussi le travail et qui faisait que l'usine était très présente dans la vie du village. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va continuer la découverte. On va revenir sur nos pas et poursuivre la visite. L'industrie verrière, à une époque, il y a encore toute une, on va dire, une collection d'usines aujourd'hui qui produit de la verrerie de luxe, pas très loin ici à Feuquières, saveur glace, hein, flaconnage, parfum, bouteilles, Grand Cru et compagnie, qui emploie 2000 ouvriers. Et toute la vallée de la Brelle, c'est aussi des usines de cette époque-là qui continuent à travailler le verre. Donc tout ça, c'était en relation. Hein, et on a été, à l'époque, fournisseur de creusets en terre réfractaire pour cette industrie qui a besoin, qui travaille en fait à des hautes températures et qui a besoin de terres particulièrement résistantes à ces températures, c'est les terres réfractaires. Alors on avait tous sur place, la terre elle était sous nos pieds, elle est sous nos pieds. Hein, la terre est présente ici partout. Le problème c'est qu'aujourd'hui avec les lois sur l'environnement, on n'a pas le droit d'utiliser cette matière première. Tout est encadré, tout fait l'objet de contrôle et on achète la terre aujourd'hui à des industriels qui sont des carriers et qui utilisent des quantités phénoménales de ces matières premières. Hein, pour ne parler que du sable, parce que le sable aussi c'est une denrée qui devient de plus en plus rare, c'est 50 milliards de tonnes par an au niveau mondial. Hein, les plus utilisateurs, c'est la Chine, l'Inde, après c'est l'Europe. Et ça veut dire qu'on est en train de parler de la guerre de l'eau qui se dessine bientôt. Il y aura aussi celle du sable, puisque en fait, il y a déjà aujourd'hui des marchés noirs et des trafics dans certains pays où cette population de bandits trafique plus fort que l'État de droit. Dans certaines régions, il y a déjà des trafics de cette matière première qu'est le sable, hein, pour vous dire. Donc voilà, donc on est dans cette logique-là. Et déjà, donc, chez nous, tout est encadré parce que ça fait aussi l'objet d'un prélèvement très important des ressources sur le territoire et d'atteinte au paysage aussi, parce qu'une carrière qui est exploitée pendant des lustres de façon industrielle, avec des quantités qui sont sorties chaque fois, au final, au bout de 40 ou 50 ans, le paysage, il est dévasté. Hein, donc c'est normal que ce soit encadré. Voilà, on va avancer. Mais des cuissons mal maîtrisées, hein, on va dire, ce n'est pas les meilleures conditions pour avoir des qualités de cuisson. Alors on les appelle des briques de Saint-Jean. On y cuisait donc des briques, on y cuisait des éléments de poterie, etc. En considérant que la matière première pour produire cette chaleur, il fallait la maximaliser, hein, et non pas simplement la gâcher pour faire la fête. Hein, donc voilà, donc briques de Saint-Jean. Alors aujourd'hui, quand on a besoin de restaurer ces briques, vous voyez que c'est les parties basses qui sont le plus sujets, on va dire, à être atteintes par les remontées capillaires. La brique est un matériau très capillaire, hein, donc elle se gorge d'eau. Alors quand elle est très cuite, elle va résister plus longtemps, forcément, et quand elle est moins cuite, finalement la matière va redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire poussière, quelque part. Et la problématique, quand on a des matériaux de cette époque-là, alors en général les manoirs au XVIe siècle étaient faits avec des briques de cette qualité, parce qu'on cuisait au bois à l'époque, hein. Toutes les briques, les premières briques avant l'industrie dont on est en train de parler, c'était un signe de richesse pour celui qui faisait construire sa maison en briques. Le seigneur qui faisait construire son manoir en briques, c'était un signe de richesse et de puissance. Aujourd'hui, si on veut restaurer ces bâtiments, quand c'est nécessaire, et ça l'est, on n'a plus souvent les capacités de le faire. Parce qu'il y a très peu de briqueteries aujourd'hui qui cuisent au bois et qui ont les savoir-faire et les outils. Les choses ont tellement évolué que le produit, il est très lié à l'outil. Alors on a la chance ici justement d'être un petit peu figé dans l'histoire. On est au 19e siècle, quand on regarde les bâtiments, les machines que vous allez découvrir, mais grâce à ça, on n'est pas en concurrence avec les industriels.
on est dans une niche. Voilà. Et ce qu'on fait, nous, personne n'est capable de le faire. C'est indélocalisable. Voilà. Et nos produits, c'est un peu comme le camembert. Hein. Camembert, c'est normand. Le pavé de Saint-Sanson, c'est Saint-Sanson. Les gens viennent ici, disent je viens acheter du Saint-Sanson. Hein, le nom du village, il a contaminé le produit. Et c'est vrai que le pavé de Saint-Sanson, la tomate de Saint-Sanson, elle est unique parce que les outils, parce que la terre, l'argile du pays de Bray, tout ça fait qu'on est dans un secteur complètement à l'écart de cette médiocrité ambiante qui est celle de notre société de consommation. En gros. Voilà, donc on va avancer. En face, c'était la... voilà, et puis on est connu parce qu'on a participé à des... tellement rares que c'est devenu des métiers d'art aujourd'hui. Voilà, alors qu'autrefois c'était des métiers d'artisans, tout simplement, potiers. Et on travaille avec tous ces gens-là, des designers, des architectes, des décorateurs d'intérieur, tous ces gens qui s'intéressent au décor, à la matière, etc., sont très friands de ces matériaux. Et voilà, donc on est dans un secteur de niche particulièrement gratifiant. Et là, on a une commande de l'abbaye de Saint-Vendry. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une des plus belles abbayes normandes qui existent. Et il y a un chantier de réfection du cloître. Toutes les sculptures d'une part, alors les sculptures c'est pas nous, mais tous les sols du cloître, il y a plus de 400 mètres carrés de carrelage qui nous ont été commandés à l'ancienne, ils sont faits à la main et ils sont émaillés dans les couleurs que les architectes en chef nous ont communiquées par le biais de fouilles archéologiques qui ont été faites. Il y a toujours des fouilles avant, ils ont sorti donc des bribes de carreaux du Moyen-Âge dans des verts et dans des bleus, et on est en train de rééditer, de refaire. Il n'y a pas un carreau qui ressemble à son voisin. Hein, tout est fait. Et vous savez retrouver l'émaillage, a fait des études de droit, il a fait son droit en Angleterre, il aurait pu être avocat d'affaires, et il est devenu céramiste. Comme quoi, formidable, le droit, ça mène à tout. Intéressant. Et les carreaux d'origine venaient déjà de chez vous? Pardon? Les carreaux d'origine de la ville? Ah non, parce que c'était en Normandie, donc des briqueteries, il y en avait partout. Il faut savoir que la briqueterie, il y en a eu partout en France. Et dans notre département, là, rien que le département de l'Oise, on a compté à un moment donné plus de 250 briqueteries. Il y en avait partout. Et aujourd'hui, on n'est plus que 2 dans l'Oise. Et la plus ancienne, c'est nous, par les fours. Hein, parce que les fours ont été modernisés à une certaine époque. Nous avons les fours les plus anciens, que personne n'utilise plus non plus. Hein, parce que c'est des fours complètement obsolètes aujourd'hui, et surtout très consommateurs en énergie. Les industriels ont toujours cherché à économiser l'énergie, bien sûr, c'est comme aujourd'hui, hein, c'est ce qui coûte le plus cher. Et voilà, nous on a des fours intermittents, comme on dit. Intermittents, ça veut dire qu'on les met en chauffe et qu'on les laisse ensuite refroidir. C'est une aberration. C'est pas économique du tout. Hein, c'est comme quand on s'en va en vacances l'hiver et qu'on éteint son chauffage. Quand on veut le rallumer en pensant avoir fait des économies, eh ben, on dépense beaucoup plus d'argent à remonter en température. Il aurait mieux fallu laisser le chauffage baisser à une certaine... C'est pareil pour un four. Hein, l'inertie du four est telle que ça ne s'éteint jamais un four, en principe. Quand ça s'éteint, c'est mauvais signe. C'est que l'activité s'arrête, en gros. Hein. Un four ne s'éteint jamais. Les hauts fourneaux, quand ça a été un drame pour eux, hein, quand on leur a dit que le four c'était fini, ça veut dire que chômage, hein, l'activité s'arrête. Donc un four, c'est quelque chose de très technique et nous on est dans une technique complètement dépassée. Mais bon. Alors, l'argile, c'est une roche. On parle souvent de terre. Hein. Alors c'est un mot... un abus de langage, on peut dire, parce que l'argile, c'est une roche, d'un point de vue géologique. Hein. C'est le résultat de l'érosion. À un moment donné, on était loin d'être sur Terre, de ce qui était dans l'environnement, on va dire, du lieu où cette argile a été arrachée par l'érosion de l'eau, qui a transporté les sédiments qu'elle a arrachés aux roches qui se trouvaient à cet endroit-là, qu'elle a déposé couche par couche, gentiment, au gré du temps géologique. Hein. C'est sans commune mesure avec l'échelle humaine, hein, tout ça. Et c'est cette matière que l'on va déranger gentiment. Après des milliers et des milliers de siècles, hein, on va chercher cette matière et on va la sortir de sa torpeur. Hein. Donc c'est une roche. Vous voyez qu'elle a des... Alors celle-ci, elle est panachée. On travaille beaucoup avec des argiles panachées, c'est-à-dire panachées. Il y a beaucoup de couleurs différentes avec une dominante de rouge. C'est dû à quoi d'après vous? Le rouge. Oxyde de fer. Oxyde de fer, beaucoup de fer. Hein.
Il n'y a pas que du fer, mais il y a une dominante de fer, ce qui donne cette couleur particulière. Et si on les travaille en essayant de ne pas trop chahuter la matière, c'est-à-dire en ne recourant pas à la machine de façon excessive, on va avoir, on va dire, quelque chose qui sera assez proche de ce que les anciens avaient lorsqu'ils travaillaient à la main. Les anciens travaillaient essentiellement à la main, avant la mécanisation. Au fil du temps, ça s'est un peu dégradé. Alors aujourd'hui, notre travail, c'est d'essayer de trouver le curseur au bon endroit, de manière à permettre justement d'avoir des commandes comme celle des monuments historiques, où le travail se fait à la main. On est en capacité de le faire, on a les outils, on a la volonté, le savoir, et aussi la possibilité de fournir d'autres, on va dire, modèles plus accessibles pour les gens qui n'ont pas forcément envie de dépenser plus, puisque tout ça, c'est plus c'est fait à la main, plus c'est cher, forcément. Voilà, donc essayer de trouver le juste milieu pour que chacun trouve son compte. Donc le premier travail, ça va être de décompacter cette matière, qui est souvent, donc, vous voyez, très, très compactée. Là, c'est sec, donc on la travaille à sec. On l'a laissée dehors pendant un an, après on la rentre, et le travail se fait à sec. Donc c'est relativement poussiéreux pendant cette étape-là, jusqu'au moment où on va mélanger avec de l'eau. Là, ça sera beaucoup plus confortable. Mais le travail à sec, c'est le concassage. On va mettre dans ce concasseur, à l'aide d'un chargeur, donc, la matière, et on va la broyer. On va la concasser. Et le résultat du broyage va être conduit avec ce tapis d'amener jusqu'à la machine qui est derrière, qui va poursuivre le travail de mouturation pour arriver à fabriquer une sorte de farine de terre, comme celle qu'on va voir quand on se déplace. Et ces farines de terre, un peu comme le boulanger le fait, on va la mélanger avec de l'eau pour pouvoir avoir une pâte que l'on va former, comme on a envie de la former, etc. Voilà. Et on surveille la compacité du mélange. Tu frotter sa manche. Ah ouais. Alors, c'est ça, c'est pour mettre en cohésion la matière. L'argile, c'est un matériau qui est fait, et les éléments les plus petits sont mis en cohésion. Vous avez peut-être entendu parler des repas de la ouais, la qualité de l'argile. Donc, on met la galette ici, elle est envoyée. Je ne sais pas si elle tourne ou quoi. Machin, à Froyane, je ne sais pas si tu as connu l'ancienne société de Froyane, où il y a le bois là, avant d'arriver. Voici Tous acteurs du patrimoine, un reportage de Dominique Langlard et Philippe Poiret. Collective, c'est-à-dire c'est pas la fondation qui arrive comme ça avec son panache blanc et qui va sauver le patrimoine. C'est créer en fait un état d'esprit qui montre que si on se réunit, si on se mobilise, si on mobilise la population et tout un tas d'acteurs économiques et compagnie, on arrive à faire des choses extraordinaires. Il rénove ce manoir du XVIe siècle. Et plusieurs fois par an, il ouvre sa propriété à des passionnés d'architecture. On m'avait dit que c'était le symbole des compagnons. Alors oui, c'était le symbole des compagnons. Quand on a acheté cette maison, c'était dans cet état-là. L'enduit qui est ici était posé sur des lattes clouées. C'était en 82. C'est un coup de cœur parce qu'une façade comme ça, au détour d'un village, on va dire, aussi perdu en Picardie verte, c'est pas banal. Ces maisons-là sont des maisons de ville à l'origine, donc on ne s'attend pas déjà à les trouver ici. Vous avez un combat, un dragon ailé, contre un homme qui lui ressemble d'ailleurs parce qu'il a des écailles. Comme le monstre qu'il affronte, et une queue qui s'apparente à celle du dragon. Alors, on peut penser à la symbolique alchimique, puisque dans le bestiaire alchimique, le dragon ailé est un symbole féminin, une des deux natures qu'ils appellent le mercure. Le personnage Gilles a fait revivre sa maison bâtie il y a 4 siècles. Pour les façades comme pour les enduits intérieurs, à base de chaux, il a employé les techniques traditionnelles picardes. On est dans une logique aujourd'hui où on ne répare pas souvent, on refait complètement. Aujourd'hui, restaurer, et c'est ça le message qu'on veut faire passer, on a beaucoup de mal quelquefois, restaurer, c'est effectivement réparer. C'est-à-dire ne pas enlever tout ce qui peut être conservé. D'abord, un, principe d'économie, et deux, on va faire en sorte que son intervention ne se voit pas, et qu'elle dure aussi longtemps, et qu'elle soit aussi bien faite
que celle qui a duré jusque-là. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui impose, on va dire, un certain effort par rapport à la logique actuelle, où on doit tout faire vite et, si possible, tout refaire. Et pour faire comprendre ces techniques de restauration, Gilles a sa méthode, un cours de travaux pratiques sur la fabrication du torchis. Alors on mouille, bien sûr, on met, la technique est très simple, un rang de terre, un rang de foin, on fait donc en sorte que tout ça, ça se mélange bien, voilà. Alors après on va piétiner, hein, on va remouiller, on va essayer d'avoir une consistance pas trop mouillée, parce qu'ensuite il va falloir l'appliquer. Donc on va plaquer la terre au fur et à mesure. Pendant que moi je pousse, toi tu retiens. Et même chose, tu vois, tu accroches. On essaie. Là c'est moi qui pousse. Voilà. L'intérêt des fibres, c'est qu'on peut les mettre à cheval. Ah oui, voilà. Voilà, à cheval, toujours, pour que ça tienne, parce que ça doit être en cohésion avec tout ça, hein, et bien stable pour que ça dure très longtemps. Et un torchis, une fois qu'il est sec, vous pouvez y aller à la masse pour le défaire. C'est très solide, n'est-ce pas? Voilà. Thomas et Guillaume sont venus découvrir les cuisines. Plus exactement, le carrelage. Alors nous arrivons par le grand couloir qui distribue les grandes cuisines, qui font près de 200 mètres carrés avec recouvert de tomates. Alors les gens sont très étonnés par ce travail traditionnel. Beaucoup de gens disent dans les visites, mais c'est 18e, c'est d'époque. Je crois que c'est ça le moment où c'est bien réussi, c'est au moment où les gens ont l'impression que ça a toujours été là. Ces tomates à l'ancienne, les deux frères les connaissent parfaitement. Elles ont été façonnées dans la manufacture qu'ils ont rachetée il y a maintenant 2 ans. Au milieu des champs, l'usine où sont fabriquées les tomates est un exemple rare de patrimoine industriel à la campagne. À Saint-Sanson-la-Poterie, rien n'a vraiment changé depuis 1836. Édifiée sur une veine d'argile, la fabrique a fait la richesse et la renommée de la région. La précieuse terre est alors transformée en briques destinées à l'industrie verrière. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée des matières plastiques marque le début d'un lent déclin. Jusqu'au coup de cœur des deux frères en décembre 2008, qui décident de conserver toutes les machines dont certaines remontent au début du XXe siècle. Et surtout de profiter du savoir-faire traditionnel des 5 derniers ouvriers de l'usine. Une nouvelle vie pour Thomas qui abandonne alors ses études de droit international pour apprendre un nouveau métier. Je regrette pas du tout mon ancienne vie, au contraire, je regrette de ne pas avoir trouvé cette vocation, entre guillemets, auparavant. Le prochain objectif des nouveaux propriétaires est d'ouvrir cette page d'histoire de la région à la visite. Parce que ça, c'est quand même génial. Pour cela, ils ont demandé conseil à un expert, Gilles Alglave, leur père. La machine à vapeur. Chez les Alglave, la conservation du patrimoine est une affaire de famille. Le moteur, entre guillemets, la toute première force motrice, c'était la vapeur. D'accord. Donc ici, c'était la salle des machines. Et donc au-dessus, c'était la réserve d'eau. La réserve d'eau qui servait à refroidir le moteur. D'accord. Voilà, c'était un système de refroidissement écologique, quoi. On récupérait les eaux de pluie. Donc ça, on voudrait garder vraiment l'esprit de la façade, justement, avec le nom Brière-Foucault, ce genre de choses. Alors, on voit que c'est d'une belle architecture, hein, pour un élément qui est quand même très utilitaire à l'époque. Aujourd'hui, une entreprise qui se crée ou qui se développe ou quoi que ce soit va avoir un très beau site internet, va avoir des locaux qui vont être ce qu'ils sont. À l'époque, c'est vrai que la carte de visite, c'est l'usine en elle-même. Le projet de sauvetage durera plusieurs années. Un travail de longue haleine avant que la manufacture de Saint-Sanson puisse retrouver tout son cachet d'origine. Là, on est dans la catégorie patrimoine industriel, mais en même temps patrimoine architectural aussi, parce que le patrimoine industriel, c'est un outil de travail. Et ici, on a un bel exemple de tout ce qu'on pouvait faire avec de la brique. On a décliné ce matériau qui est hyper simple au départ, et on a fait quelque chose qui était beau à l'œil. Et puis, c'est toute une époque qu'on connaît bien en France, hein, dans toutes les villes et les campagnes, il y a eu cette architecture de briques qui fait aujourd'hui partie intégrante du patrimoine.